Après 5 ans de mariage, j'avais appris à vivre avec les murmures. Ils flottaient derrière les portes closes, s'échangeaient dans les regards lors des dîners de famille, dans le ton mielleux d'une amie qui demandait « Et toi, le bébé, c'est pour quand ?» Je souriais, toujours. Mon mari, Alexandre, était gentil, mais le silence grandissait entre nous comme de la mousse sur une pierre. Chaque cycle raté laissait une fissure plus profonde. Chaque visite chez le médecin effritait un peu plus mon estime de moi. Nous avions tout essayé. Les hormones, les prières, les spécialistes. Je me souviens d'avoir allumé des cierges à la cathédrale Saint-Jean à Lyon, priant en secret « Mon Dieu, si vous ne me donnez pas d'enfant, au moins, ne me laissez pas me briser. » Mais lentement, je me brisais. Mon identité de femme, d'épouse, de belle-fille, tout semblait lié à quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Et chaque mois, j'échouais à nouveau. Monique, la mère d'Alexandre, n'avait jamais caché sa déception. Depuis le début, elle portait son dédain comme un parfum, fort, entêtant. Le dimanche, lors du déjeuner de famille dans sa maison du quartier de la Croix-Rousse, ses yeux me suivaient, tandis que je servais le gratin dauphinois, comme pour chercher les signes d'une grossesse qui n'arrivait jamais. « Regarde ta cousine Lola, elle en est déjà au 3e, disait-elle sans s'adresser directement à moi, mais en s'assurant que je l'entende. Le reste de la famille baissait les yeux sur son assiette, mal à l'aise, mais complice par son silence. Ma mère était morte quand j'avais 20 ans. Je n'avais donc personne pour me défendre lors de ces réunions. Mon père, qui vivait dans un petit village de la Creuse, était trop loin, autant en distance qu'en compréhension. Quand je l'appelais, il me demandait des nouvelles d'Alexandre, du travail, du temps qu'il faisait à Lyon, mais jamais comment je me sentais, moi. C'était peut-être mieux ainsi. Que lui aurais-je dit? Que chaque test de grossesse négatif était comme un petit enterrement? À la clinique de fertilité, les murs blancs et les brochures colorées promettèrent l'espoir. Mais après 3 ans de traitement, le médecin nous a parlé avec cette voix douce qu'on emploie pour les mauvaises nouvelles. Nous pouvons continuer à essayer, mais vous devriez envisager d'autres options. Alexandre m'a serré la main, mais il n'a pas croisé mon regard. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, je suis restée à fixer le plafond de notre chambre, dans notre petit appartement près de la Saône. Au travail, dans la maison d'édition où j'étais correctrice, je me cachais dans les toilettes pour pleurer après qu'une collègue eût annoncé sa grossesse avec une boîte de gâteaux. Toutes les femmes se sont rassemblées autour d'elle, touchant son ventre encore plat, faisant des plans pour la baby shower. J'ai souri, je l'ai serrée dans mes bras, je lui ai dit qu'elle serait une mère merveilleuse, puis je me suis excusée, et j'ai laissé le bruit du robinet couvrir celui de mes sanglots. Alexandre et moi parlions de moins en moins. Au début, après chaque échec, nous nous consolions mutuellement. Il me serrait dans ses bras pendant que je pleurais, me disait que ça n'avait pas d'importance, qu'il m'aimait moi, pas les enfants que nous pourrions avoir. Mais avec le temps, ces mots se sont raréfiés, comme s'ils s'étaient usés à force d'être prononcés. Il a commencé à rentrer tard du travail, à passer plus de temps avec ses amis. Je ne lui en voulais pas. Moi aussi, je m'éloignais, m'enfermant dans des livres où je pouvais vivre d'autres vies, des vies où la douleur était fictive et avait une fin. La pression de Monique s'intensifiait. Ce n'étaient plus des indirects, mais des questions directes, cruelles. As-tu envisagé que le problème, c'est peut-être toi? La famille d'Alexandre a toujours été fertile. Ou pire encore, mon fils mérite une femme complète. Alexandre la confrontait rarement. C'est ma mère, disait-il, comme si cela expliquait et justifiait tout. J'acquiesçais, car je comprenais ce que c'était que de regretter une mère, mais je me demandais parfois s'il n'aurait pas été préférable de grandir sans, plutôt que de vivre dans l'ombre de la sienne. Nous avons essayé d'adopter, mais les listes d'attente étaient interminables, et chaque entretien, chaque formulaire, semblait nous juger, comme si nous devions prouver que nous méritions ce que d'autres obtenaient par accident. Une assistante sociale nous a rendu visite, a inspecté nos placards, nos livres, a posé des questions sur notre enfance, nos finances. C'est un processus long, nous a-t-elle prévenu, et il n'y a aucune garantie. Alexandre s'est découragé plus vite que moi. Peut-être que ce n'est pas notre destin, a-t-il dit un soir, alors que nous dînions en silence. J'ai commencé à remarquer comment les femmes avec enfants me regardaient, avec pitié, avec une supériorité à peine dissimulée, ou pire, avec indifférence,
comme si j'étais invisible. Dans les réunions de famille, on m'asseyait avec les personnes âgées ou les adolescents, jamais avec les mères qui parlaient d'écoles et de pédiatres. C'était comme si j'appartenais à une catégorie différente de femmes, une catégorie sans nom mais clairement définie. Le comble fut atteint au mariage de la sœur d'Alexandre. Pendant le toast, Monique a levé sa coupe et a dit « J'espère que vous nous donnerez bientôt des neveux, pas comme certains qui semblent ne pas pouvoir. » Des rires gênés ont flotté dans l'air, tandis que je sentais mon visage brûler. Alexandre s'est contenté de prendre une autre gorgée de son vin, évitant mon regard. Cette nuit-là, dans le taxi qui nous ramenait à la maison, je lui ai demandé s'il me défendrait un jour. « Ne commence pas », fut sa seule réponse. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est durci, comme de l'argile dans un four. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait se passer quelques jours plus tard, lorsque le poids du silence est finalement devenu insupportable et que tout a explosé de la manière la plus inattendue et la plus cruelle. C'était un après-midi humide de juillet à Lyon, la chaleur collait à la peau comme une seconde couche. Je pliais le linge fraîchement lavé dans notre chambre quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir avec fracas. Je n'attendais personne, et Alexandre ne devait pas rentrer avant la nuit. J'ai reconnu les pas fermes de Monique montant l'escalier avant même de la voir. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte sans frapper, comme si la maison était la sienne. Ses yeux, d'habitude froids et calculateurs, brûlaient d'une fureur que je n'avais jamais vue. Elle tenait à la main une enveloppe froissée qu'elle agitait comme un drapeau de guerre. « Je peux t'aider, Monique ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme bien que mon cœur battait déjà la chamade. J'avais appris à porter un masque de tranquillité face à elle. « M'aider ? Toi ?» Sa voix tremblait, mais pas de tristesse, de rage contenue. « La seule façon dont tu pourrais m'aider, ce serait en disparaissant de nos vies. » Je suis restée paralysée, une chemise d'Alexandre à moitié pliée entre les mains. Monique n'avait jamais été aussi directe dans son mépris. « Je ne comprends pas ce que... »« Tais-toi » a-t-elle crié, s'approchant si près que je pouvais sentir l'odeur forte de son parfum de luxe. 5 ans. 5 ans à voler la vie de mon fils. Tu sais ce que Pilar m'a dit aujourd'hui ? Que sa belle-fille est enceinte de jumeaux. Des jumeaux. Et pendant ce temps, toi, tu es là, stérile comme une terre aride. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle. J'ai senti l'air quitter mes poumons, mais je suis restée droite, refusant de lui montrer à quel point elle m'avait blessée. « Monique, je pense que tu devrais partir. Nous parlerons quand tu seras plus calme, » ai-je dit, me retournant pour continuer avec le linge, bien que mes mains tremblaient. C'est alors que c'est arrivé. Sans prévenir, Monique m'a attrapé le bras avec une telle force que j'ai laissé tomber la chemise. Elle m'a tourné violemment vers elle, et, avant que je puisse réagir, sa main ouverte a heurté ma joue. Le coup a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ma tête a tourné sous la force, et j'ai senti une chaleur instantanée se répandre sur mon visage. Pendant une seconde, le monde a semblé s'arrêter. En 29 ans de vie, personne ne m'avait jamais frappée. « Tu n'es pas une vraie femme », a-t-elle crié, la main encore levée. « Une vraie femme donne des enfants à son mari. Quel genre d'épouse es-tu ? Une incapable. » Les larmes menacèrent de couler, mais je les ai retenues. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. À la place, j'ai porté la main à ma joue brûlante et je l'ai regardée droit dans les yeux. « Sors de chez moi », ai-je dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Elle était ferme, froide, sans le moindre tremblement. Mais Monique n'avait pas fini. Elle a jeté l'enveloppe qu'elle tenait sur le lit. « Tu sais ce que c'est ? Les résultats du dernier test d'Alexandre. Le problème, ce n'est pas lui, c'est toi. Ça a toujours été toi. » J'ai regardé l'enveloppe sans la toucher. C'était confidentiel, médical. Comment l'avait-elle obtenu ? « C'est privé », ai-je murmuré. « Rien n'est privé quand il s'agit de mon fils », a-t-elle hurlé. J'ai assez supporté. J'ai dit à Alexandre qu'il devait te quitter. Une femme qui ne peut pas lui donner d'enfant ne mérite pas de porter notre nom. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une corde tendue qui cédait enfin, libérant des années de silence et de retenue. « Et qu'a dit Alexandre ?» ai-je demandé, me surprenant moi-même par le calme de ma voix. Monique a souri, un sourire cruel qui déformait son visage habituellement composé. « Il est d'accord, bien sûr. Pourquoi crois-tu qu'il travaille si tard ?
Pourquoi crois-tu qu'il ne te touche presque plus? Il a honte de toi, de ce que tu ne peux pas lui donner. » Chaque mot était un poignard, mais je suis restée debout. Je ne savais pas si elle mentait à propos d'Alexandre, mais à cet instant, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que, pour la première fois, je voyais Monique telle qu'elle était. Non pas une belle-mère difficile, mais une femme cruelle dont l'amour pour son fils avait muté en quelque chose de toxique et de destructeur. « Si Alexandre veut que je parte, qu'il me le dise lui-même, » ai-je répondu. Monique a fait un pas vers moi, et un instant, j'ai cru qu'elle allait me frapper à nouveau. Au lieu de ça, elle m'a poussé des 2 mains. Je n'étais pas préparée, et je suis tombée en arrière, me cognant contre le coin de la commode. La douleur aiguë dans mon dos m'a fait halter. « Omas !» a-t-elle craché le mot comme un venin. « Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfant? Tu n'es pas une vraie femme, un travelot. » Le mot a flotté dans l'air entre nous, si absurde que j'ai failli en rire. Mais il n'y avait aucun humour dans ses yeux, seulement de la haine pure. Une haine qui était là depuis le début, cherchant n'importe quelle excuse pour se manifester. « Fais tes affaires », a-t-elle ordonné en désignant l'armoire. « Tu ne dormiras plus dans cette chambre. Va sur la terrasse, comme l'animal que tu es. » Je me suis levée lentement, sentant chaque mouvement comme si je me déplaçais sous l'eau. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait, mais en même temps, cela semblait être le dénouement inévitable d'années de tension. « Je ne vais pas dormir sur la terrasse, Monique. C'est ma maison. »« Ta maison ?» s'est-elle moquée. « Cette maison, ce sont mes parents qui l'ont achetée pour Alexandre. Tu n'es personne ici. » Il était vrai que ses parents avaient aidé avec l'apport, un fait que Monique ne nous laissait jamais oublier. Mais nous avions payé chaque mensualité depuis. Pourtant, quelque chose en moi a cédé. Pas à elle, mais à la situation. À la farce familiale que nous avions jouée. J'ai pris mon oreiller sur le lit et une couverture dans l'armoire. « Dis à Alexandre que je l'attends sur la terrasse quand il arrivera, » ai-je dit, passant à côté d'elle sans la regarder. « Ne te fatigue pas, il sait déjà que tu y seras. » Je me suis arrêtée sur le seuil, ces mots confirmant mes pires craintes. Alexandre était-il vraiment derrière tout ça? Avait-il envoyé sa mère faire le sale boulot? Je suis montée sur la terrasse, un espace que, dans des temps meilleurs, nous utilisions pour des dîners sous les étoiles et où je prenais soin de mes plantes. Ce serait désormais mon lieu d'exil. Les larmes que j'avais contenues ont finalement coulé sur mes joues, tandis que j'étendais la couverture sur la chaise longue en osier. La nuit tombait sur Lyon. Les lumières de la basilique de Fourvière commençaient à briller au loin. L'air sentait le jasmin et le fleuve. J'ai regardé le ciel qui s'assombrissait, et le visage encore brûlant de la gifle, j'ai fait un serment silencieux. Je ne serai pas la victime de Monique. Je serai sa leçon. La première nuit sur la terrasse fut froide malgré l'été. Lyon, avec sa chaleur diurne implacable, se refroidissait traîtreusement à la tombée de la nuit. Je me suis enroulée dans la fine couverture, regardant les étoiles à travers les branches du laurier rose qui poussaient dans un coin. L'odeur de ces fleurs, mêlée au parfum lointain de la Saône, me rappelait que même au milieu de la douleur, la beauté persiste obstinément. J'ai attendu Alexandre pendant des heures. Chaque fois que j'entendais un bruit dans la rue, je me redressais, pensant que c'était lui. Finalement, vers minuit, la porte de la terrasse s'est ouverte. Mais ce n'était pas Alexandre, c'était Lola, notre voisine du dessous, une étudiante en médecine, qui s'occupait parfois de nos plantes quand nous partions en voyage. « Hélène, qu'est-ce que tu fais là-haut à cette heure ?» a-t-elle demandé, un verre de vin à la main. Elle était montée fumer en cachette, une habitude qu'elle dissimulait à son petit ami. Je me suis redressée, consciente de mon apparence, yeux gonflés, joues encore rougies, cheveux en désordre. « C'est... non, compliqué », ai-je répondu en essayant de sourire. Lola s'est assise à côté de moi sans demander la permission, avec cette aisance naturelle des gens du Sud. « Raconte-moi », a-t-elle dit simplement, en me tendant son verre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je lui ai tout raconté. La gifle, les mots cruels, les 5 années d'humiliation subtile. J'ai parlé jusqu'à ce que ma gorge soit sèche, tandis que les étoiles tournaient lentement au-dessus de nous. « Et Alexandre ?» a finalement demandé Lola. « Il n'est pas rentré », ai-je répondu, regardant mon téléphone sans message ni appel en absence. « Tu sais ce qu'il te faut ?» a dit Lola en se levant. « Attends, ici. » Elle est revenue 10 minutes plus tard avec un autre verre, une bouteille de vin
un paquet de biscuits et, étonnamment, un sac de couchage. Mon ex était alpiniste, a-t-elle expliqué en déroulant le sac. J'ai gardé ses affaires quand il m'a trompée avec ma cousine. Considère ça comme un prêt à durée indéterminée. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Lyon, j'ai bu du vin avec une femme que je connaissais à peine et j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que je n'étais pas seule. Lola n'a offert ni conseil, ni jugement, juste sa compagnie. Et quand elle est finalement partie, je suis restée avec le sentiment que, peut-être, j'avais trouvé une alliée inattendue. Alexandre est arrivé après 3 heures du matin. Je l'ai entendu monter les escaliers d'un pas mal assuré, probablement après avoir bu avec ses amis. Il s'est arrêté en me voyant blottie dans le sac de couchage. « Qu'est-ce que tu fais là-haut » a-t-il demandé, comme s'il ne le savait pas vraiment. Je me suis assise, le regardant droit dans les yeux. La lumière de la lune éclairait son visage confus. « Demande à ta mère » ai-je répondu calmement. Il a passé la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il était nerveux. Ma mère m'a appelée. Elle a dit que vous aviez eu une dispute, mais je ne pensais pas qu'elle me chasserait de notre chambre, qu'elle me giflerait, qu'elle me pousserait contre les meubles. Ma voix semblait distante, comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Alexandre s'est agenouillé à côté de moi, essayant de toucher ma joue. Je me suis écartée. « Hélène, descendons. On parlera demain, quand on sera tous les deux plus calmes. »« Non, » ai-je dit simplement. « Non, si tu ne peux pas me défendre maintenant, je ne veux pas dormir à tes côtés. » J'ai vu la surprise dans ses yeux. En 5 ans de mariage, je ne lui avais jamais rien refusé. J'avais toujours été celle qui cédait, qui s'adaptait, qui ravalait ses larmes pour maintenir la paix. « Hélène, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. » « Comme ça, comment ? Digne ? Avec du respect pour moi-même ? C'est ça qui te dérange ? » Il s'est levé, visiblement irrité. « Tu es injuste. Tu sais comment est ma mère. Exactement. Je sais comment elle est et pourtant, tu m'as laissée seule avec elle. 5 ans, Alexandre. 5 ans de commentaires cruels, de regards méprisants, d'humiliations déguisées en inquiétude. Et jamais, pas une seule fois, tu ne m'as vraiment défendu. » Il a ouvert la bouche pour protester, mais quelque chose dans mon expression l'a arrêté. Peut-être a-t-il vu ce que je commençais à ressentir, que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. « Je vais me coucher », a-t-il dit finalement. « On parlera demain. »« Bonne nuit », ai-je répondu, me recouchant et lui tournant le dos. Je n'ai pas dormi. J'ai écouté les bruits de la ville qui ne se reposent jamais complètement. Une voiture au loin, des rires de jeunes rentrant de fête, le miaulement d'un chat errant. Et à chaque son, je sentais grandir en moi quelque chose de nouveau, de brûlant. Ce n'était pas seulement de la colère, bien qu'il y en eût beaucoup. C'était de la détermination. À l'aube, j'avais pris ma décision. Je suis descendue silencieusement dans l'appartement. Alexandre dormait profondément, occupant tout le lit, comme si mon absence était une occasion de s'étendre. J'ai pris une douche rapide, je me suis habillée et j'ai préparé du café. Quand il s'est levé, j'étais déjà assise dans la cuisine, écrivant dans un carnet que je n'avais pas touché depuis des années. « Hélène, » a-t-il commencé, la voix rauque de sommeil, « je n'irai plus déjeuner chez ta mère, » ai-je dit sans lever les yeux. « Je n'assisterai plus aux réunions de famille où je suis traitée comme une citoyenne de seconde zone. Et si tu décides d'y aller seule, c'est ton choix, mais n'attends pas de moi que je fasse semblant que tout va bien à ton retour. » Il m'a regardée comme s'il me voyait pour la première fois. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai levé les yeux de mon carnet. « Ta mère m'a giflé hier, m'a traité de travelot et m'a chassé de mon propre lit. Et tu n'étais pas là. Voilà ce qui s'est passé. » Il s'est assis en face de moi. « Blême. Je suis désolée. Je vais lui parler. » Il ne s'agit pas seulement de lui parler, Alexandre. Il s'agit de nous, de ce que nous avons laissé se produire. Nous, c'est toi qui... C'est moi, quoi ? Celle qui ne peut pas avoir d'enfant ? C'est ça mon grand crime ? Mon défaut impardonnable ? Ma voix s'est élevée, mais je ne criais pas. Il y avait une clarté dans mon ton qui me surprenait moi-même. Alexandre a eu la décence de paraître embarrassé. Je ne voulais pas dire ça. « Mais tu l'as pensé ?» ai-je répondu. « Tu l'as pensé de nombreuses fois. » Il n'a pas nié, et son silence fut plus révélateur que n'importe quelle parole. Les jours suivants ont établi une nouvelle routine. Je me levais tôt et sortais avant qu'Alexandre ne se réveille.
Je restais à la bibliothèque jusqu'à tard, où je visitais des expositions, où je me promenais simplement dans le parc de la Tête d'Or, laissant les heures s'écouler parmi les arbres centenaires et les pigeons. Je rentrais à la maison quand je savais qu'il serait endormi ou sorti. Je dormais sur la terrasse, dans le sac de couchage de Lola, qui s'est avéré étonnamment confortable. J'ai recommencé à écrire, chose que j'avais abandonnée après mon mariage. Ce n'étaient pas de grandes œuvres, juste des réflexions, des souvenirs, de petits fragments de qui j'avais été avant de devenir la femme d'Alexandre ou la belle-fille de Monique. Je me suis souvenu que j'avais fait des études de lettres, qu'un jour j'avais rêvé d'écrire des romans qui parleraient de femmes comme ma mère, comme ma grand-mère, des femmes fortes qui avaient survécu à l'occupation et construit des vies pleines de sens malgré tout. Lola montait souvent, parfois avec de la nourriture, parfois juste pour discuter. Elle m'a présenté ses amies, des étudiantes comme elle, des jeunes femmes qui parlaient de politique et de féminisme avec une liberté qui me semblait fascinante et un peu intimidante. Parmi elles se trouvait Marthe, une psychologue qui me regardait avec des yeux compréhensifs quand elle pensait que je ne la voyais pas. « Tu devrais venir à l'un de nos groupes », m'a-t-elle dit un soir. « Ce n'est pas une thérapie, juste des femmes qui partagent leurs expériences. » J'ai hoché la tête vaguement, sans m'engager. Mais j'ai gardé le dépliant qu'elle m'a donné, avec l'adresse d'un centre culturel sur les pentes de la Croix-Rousse. Alexandre a essayé de me parler plusieurs fois, oscillant entre la colère et la supplication. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » disait-il. « Les gens vont parler. » Ou « Tu me manques, reviens dans le lit. » Mais je restais ferme dans mon silence nouvellement découvert. Un matin, après presque 3 semaines de cet étrange statu quo, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai fait une petite valise avec l'essentiel, des vêtements, mes papiers, mon carnet d'écriture. J'ai ajouté une photo de mes parents, mon livre préféré de Camus, et la petite montre en argent qui avait appartenu à ma grand-mère. J'ai laissé tout le reste. J'ai appelé un taxi et en attendant dans la rue, j'ai regardé une dernière fois l'immeuble qui avait été ma maison pendant 5 ans. Je n'ai pas ressenti de nostalgie, seulement une étrange légèreté, comme si je laissais derrière moi non seulement un appartement, mais une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Le taxi m'a conduite à la gare de la Part-Dieu. J'ai acheté un billet pour le prochain train pour Marseille, où vivait ma sœur Sophie. Je ne lui avais pas rendu visite depuis plus d'1 an, trouvant toujours des excuses, priorisant toujours les besoins d'Alexandre et de sa famille. Alors que le train commençait à bouger, j'ai sorti mon carnet et j'ai écrit « Aujourd'hui, sous les étoiles que je ne peux pas voir mais que je sais être là, ma vie recommence. » Le train traversait les paysages de Provence quand j'ai reçu le premier appel d'Alexandre. Je n'ai pas répondu, ni au 2e, ni au 3e. Quand nous sommes arrivés à Marseille, j'avais 15 appels en absence et plusieurs messages que je n'osais pas lire. Sophie m'attendait à la gare Saint-Charles, avec ses cheveux courts fraîchement teints d'un rouge intense et un sourire inquiet. Nous nous sommes serrés dans les bras en silence, et j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Ma sœur cadette avait toujours été mon refuge, bien que nous nous soyons éloignés depuis mon mariage. Je comprenais maintenant pourquoi. Alexandre ne l'avait jamais vraiment appréciée, la considérant trop libérale, trop bruyante, trop tout. « Tu as maigri », fut la première chose qu'elle me dit en chargeant ma petite valise. Ce n'était pas un reproche, juste une observation. « L'année a été difficile », ai-je répondu, sentant que c'était un euphémisme. L'appartement de Sophie était dans le quartier du Panier, dans une rue étroite pleine de graffitis colorés et de petits bars. Il était petit, mais lumineux, avec des fenêtres donnant sur une cour intérieure où un bougainvillier exubérant poussait en toute liberté. Ma sœur vivait seule depuis son divorce, une chose que Monique mentionnait toujours comme si c'était une tragédie, bien que Sophie semblât plus heureuse que jamais. « Tu dormiras dans mon lit ?» a-t-elle dit, me montrant sa chambre décorée de photos de ses voyages et de livres empilés sur le sol. « Je resterai sur le canapé. Je ne veux pas te déranger. » ai-je protesté faiblement. Sophie m'a regardée avec cette intensité qui m'avait toujours un peu intimidée. « Hélène, ça fait 5 ans que tu te plies en 4 pour ne déranger personne. Maintenant, c'est à ton tour de prendre de la place. » Cette nuit-là, après un dîner simple sur la terrasse de sa cuisine, je lui ai tout raconté. La gifle, les humiliations, les années à me sentir de plus en plus petite. J'ai parlé jusqu'à ce que ma gorge s'assèche, et Sophie a écouté sans m'interrompre,
se contentant de remplir mon verre de vin quand il se vidait. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» a-t-elle finalement demandé, quand j'ai terminé mon récit. J'ai haussé les épaules. La honte, je suppose. Ou la peur que tu me dises « Je te l'avais bien dit. Tu n'as jamais aimé Alexandre. » Il ne s'agit pas d'avoir raison, Hélène. Il s'agit de te protéger. Sa voix s'est un peu brisée. Nous ne sommes plus que toutes les deux depuis la mort de maman. Tu aurais dû m'appeler au premier commentaire de cette sorcière. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Lyon, j'ai pleuré. Pas les pleurs contenus des dernières années, mais des sanglots qui secouaient tout mon corps. Sophie m'a serré dans ses bras jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Les jours suivants ont établi une nouvelle routine. Je me réveillais tard, chose que je ne m'étais jamais permise à Lyon. Je prenais mon petit déjeuner avec Sophie avant qu'elle ne parte à son travail dans une galerie d'art. Puis, je sortais me promener en ville, redécouvrant le plaisir de bouger sans hâte, d'observer les gens, de m'asseoir sur une place juste pour regarder les heures passer. Une semaine après mon arrivée, Sophie m'a présenté Laure, une de ses amies psychologues. Elle ne m'a pas dit que c'était un rendez-vous professionnel, elle m'a juste invitée à prendre un café avec une amie très intéressante. Laure avait une 50aine d'années, des cheveux poivre et sel qu'elle ne prenait pas la peine de cacher, et un sourire qui inspirait la confiance. « Ma sœur m'a un peu parlé de toi », a-t-elle dit après les présentations initiales. Elle travaille avec des femmes qui ont traversé des situations compliquées. J'ai regardé Sophie, qui a évité mon regard, soudainement fascinée par le menu. « Je n'ai pas besoin de thérapie », ai-je dit automatiquement. Laure a souri. « Tout le monde a besoin de thérapie, ma chérie. Mais je ne suis pas ici en tant que psychologue aujourd'hui, mais comme une amie de Sophie qui coordonne un groupe de femmes. Nous nous réunissons le mercredi, sans pression, sans jugement, juste un espace sûr. » Quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle n'a pas insisté, m'a fait y réfléchir. Peut-être, ai-je dit finalement. Le mercredi suivant, je me suis retrouvée à entrer dans un centre culturel près du Vieux-Port. La salle était disposée en cercle, avec des chaises dépareillées et une table avec du thé et des biscuits. Il y avait une dizaine de femmes d'âge varié. Laure m'a présentée simplement comme Hélène, une amie de Sophie, sans plus d'étiquette. Au début, je suis restée silencieuse, écoutant. Il y avait des histoires de mauvais traitements, de divorces douloureux, de pertes, mais aussi de dépassements, de réinventions, de petites victoires quotidiennes. Une femme plus âgée, Pascale, a raconté comment elle était retournée à l'université à 60 ans, après son veuvage. Une autre, Claudia, a partagé comment elle reconstruisait sa relation avec ses enfants après des années d'aliénation de la part de son ex-mari. Quand mon tour est venu, j'ai pensé que je ne pourrais pas parler, mais les mots sont sortis seuls. Je me suis mariée en pensant que fonder une famille me compléterait. Quand je n'ai pas pu avoir d'enfants, j'ai senti que j'avais échoué en tant que femme. Ma belle-mère me le rappelait constamment. Et mon mari, il regardait simplement ailleurs. Je n'ai pas tout raconté, pas cette première fois. Mais ces quelques phrases ont provoqué des hochements de tête compréhensifs, pas de la pitié. Pour la première fois, ma douleur n'était pas unique. Et cela, étrangement, la rendait moins honteuse. Après la réunion, Laure m'a donné un carnet. « Pour tes pensées », a-t-elle dit. Parfois, il est plus facile de parler au papier. Ce carnet est devenu mon compagnon. J'y écrivais chaque soir, parfois juste des phrases éparses, parfois des pages entières. Je me suis souvenue qu'avant de connaître Alexandre, j'avais rêvé d'être écrivaine. Un rêve que j'avais abandonné si progressivement que je n'avais même pas remarqué son absence jusqu'à ce qu'il revienne. Un jour, près d'1 mois après mon arrivée, Sophie m'a montré une offre d'emploi qu'elle avait vue en ligne. Une petite maison d'édition cherchait des lecteurs pour évaluer des manuscrits en espagnol et en italien. « Je sais que tu parles italien grâce à grand-mère », a-t-elle dit, « et tu as toujours été meilleure lectrice que moi. » J'ai envoyé mon CV sans grand espoir. À ma grande surprise, on m'a appelée pour un entretien. Mon expérience précédente de correctrice à Lyon et ma maîtrise de lettres modernes ont joué en ma faveur. J'ai commencé à travailler à mi-temps, de chez moi, lisant des manuscrits qui ne seraient peut-être jamais publiés, mais qui me reconnectaient avec les mots, avec des histoires étrangères qui résonnaient avec la mienne. J'ai aussi commencé à donner des cours d'espagnol en ligne à des étrangers, chose que je pouvais faire depuis le petit bureau que Sophie avait installé pour moi près de la fenêtre. Mes élèves étaient principalement des Américains,
et des Britanniques. Des gens fascinés par Lorca et Almodovar, qui voulaient comprendre Cervantes dans sa langue originale. Je leur enseignais les conjugaisons et les expressions idiomatiques, et ils m'apprenaient, sans le savoir, qu'il existait un monde au-delà des frontières que je m'étais imposées. Dans l'un des groupes de l'or, j'ai rencontré Isabelle, une femme qui avait suivi des traitements de fertilité pendant des années avant d'adopter une petite fille du Guatemala. La douleur ne disparaît pas, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous prenions un café après la réunion. Mais elle change de forme, elle devient une partie de toi, pas quelque chose qui te définit. Ces paroles ont résonné en moi plus profondément que n'importe quel réconfort bien intentionné d'amis ou de parents. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, parfois avec sa fille Lucia, une fillette vive de 8 ans qui me montrait ses dessins et me parlait de ses cours de danse. 2 mois après mon départ, je me suis coupé les cheveux. C'était un geste simple, presque anodin, d'un carré mi-long à une coupe pixie sur laquelle Sophie a insisté en disant qu'elle me mettait en valeur. Mais quand je me suis regardée dans le miroir, avec ma nuque dégagée et mes traits plus visibles que jamais, j'ai eu l'impression de voir une nouvelle version de moi-même. Ou peut-être la version originale, celle qui existait avant que je ne me rétrécisse pour tenir dans des espaces trop étroits. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon carnet « Aujourd'hui, je me suis souvenu comment respirer sans demander la permission. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Lyon, j'ai pensé à Alexandre, non pas avec douleur ou colère, mais avec une sorte de gratitude lointaine. Parce qu'en me faisant défaut, il m'avait forcé à me trouver. 3 mois après mon départ, j'ai reçu un email d'Alexandre. C'était le premier après des semaines d'appels auxquels je n'avais jamais répondu et de messages que j'avais finalement cessé de recevoir. L'objet était simple. Il faut qu'on parle. Je l'ai lu plusieurs fois avant de le montrer à Sophie. Ma sœur a reniflé. Typique. Maintenant que tu as disparu, maintenant que tu n'es plus disponible à sa convenance, il veut parler. Mais il y avait quelque chose dans le ton du message, une sobriété qui n'était pas caractéristique d'Alexandre. Il n'y avait ni reproche ni supplication, juste une demande pour qu'on se voie en personne. « Je viendrai à Marseille s'il le faut », écrivait-il. « Juste une conversation, et ensuite tu pourras continuer ta vie si c'est ce que tu souhaites. » J'ai répondu après plusieurs jours, suggérant un café au parc Borelli, un lieu public, neutre, d'où je pourrais partir facilement si les choses devenaient tendues. Le jour de la rencontre, je me suis surprise à passer plus de temps que d'habitude à me préparer. Pas par vanité, me suis-je dit, mais pour me forger une armure. J'ai mis une robe verte que Sophie m'avait offerte, une que je n'aurais jamais osé porter à Lyon car elle était trop voyante, selon Monique. J'ai mis un peu de maquillage, soulignant des yeux qui semblaient maintenant plus grands avec ma nouvelle coupe de cheveux. « Tu es magnifique », a dit Sophie avant que je parte. « Souviens-toi, tu ne lui dois rien, ni explication, ni larmes, ni seconde chance. Et si tu as besoin que je vienne te chercher, appelle-moi. » Je suis arrivée au café 10 minutes avant l'heure convenue. Je me suis assise à une table en terrasse, commandant un café noisette tout en observant les coureurs et les cyclistes passer dans le parc. Marseille était en plein automne, avec une lumière dorée qui faisait briller les feuilles jaunissantes des arbres. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Il marchait d'un pas mal assuré, regardant autour de lui, me cherchant. Il avait maigri, avec des cernes qu'il n'avait pas quand je suis partie. Un instant, j'ai ressenti un pincement de quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. Puis je me suis souvenue de la gifle de Monique, des nuits sur la terrasse, des années de silence complice. Et la tendresse s'est évanouie. Hélène. Mon nom sur ses lèvres sonnait comme une question. Il est resté debout devant ma table, comme s'il attendait la permission de s'asseoir. « Bonjour, Alexandre. » J'ai désigné la chaise vide en face de moi. « Assieds-toi. » Il l'a fait, m'étudiant avec des yeux qui ne cachaient pas sa surprise. « Tu as l'air différente. » Je le suis. J'ai pris une gorgée de mon café, reconnaissante de la chaleur qui me donnait de la force. « Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Je m'attendais à ce qu'il commence par des reproches, par des questions sur pourquoi j'étais partie sans prévenir. Au lieu de cela, il a soupiré profondément. « Je veux te demander pardon », a-t-il dit finalement. Pas pour ce qui s'est passé ce jour-là, bien que pour ça aussi, mais pour les 5 années précédentes. Pour chaque fois où je ne t'ai pas défendu, pour chaque fois où j'ai priorisé la paix familiale sur ta dignité. Sa sincérité m'a momentanément désarmée. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé, retrouvant mon sang-froid. Alexandre a regardé ses mains qui reposaient sur la table.
des mains que je connaissais bien, qui avaient tenu les miennes dans les moments les plus durs et qui, pourtant, ne s'étaient jamais levées pour me défendre. Après ton départ, je suis restée paralysée. Je ne savais pas quoi faire, qui appeler. Je t'ai cherché partout avant de réaliser que tu serais probablement avec Sophie. J'ai appelé ta sœur, mais elle a refusé de le confirmer. Elle m'a dit « Il s'est arrêté, mal à l'aise ». Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que si je voulais savoir où tu étais, j'aurais dû me préoccuper de savoir où tu étais quand tu dormais sur la terrasse. Malgré tout, j'ai souri. Sophie avait toujours été directe. Ma mère est venue le lendemain, a continué Alexandre. Elle était furieuse. Elle a dit que ton départ prouvait ce qu'elle avait toujours su, que tu n'étais pas digne de faire partie de la famille. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Certaines blessures étaient encore ouvertes. Et toi, qu'as-tu dit? Rien au début. Mais ensuite, elle a recommencé avec ses histoires. Que tu étais stérile, que tu n'étais pas une vraie femme. Et quelque chose s'est cassé en moi. Je lui ai dit de partir, de ne pas revenir avant de pouvoir te parler avec respect. Je ne l'avais jamais vue aussi surprise. J'ai essayé d'imaginer la scène. Alexandre, toujours si complaisant avec sa mère, lui faisant enfin face. Cela semblait improbable, et pourtant, quelque chose dans son expression me disait que c'était vrai. J'ai passé des semaines à attendre que tu reviennes, a-t-il continué. Puis j'ai compris que tu ne le ferais pas. Et j'ai commencé à me demander si tu avais déjà été heureuse avec moi. La question a flotté entre nous, lourde comme une pierre. Avais-je été heureuse? Il y a eu des moments, bien sûr. Au début, quand nous croyions que l'amour suffisait, quand nous pensions que les enfants arriveraient naturellement, quand l'avenir semblait une promesse et non une menace. Nous avons eu de bons moments, ai-je dit finalement. Mais non, je n'étais pas heureuse. Pas comme ça. Il a hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. J'ai déménagé, a-t-il dit. J'ai loué un appartement près de l'université. Je vis seule pour la première fois de ma vie. Et ta mère? On ne se parle plus beaucoup maintenant. J'ai réfléchi à la façon dont j'ai grandi, à la façon dont elle a toujours contrôlé chaque aspect de ma vie. Même notre mariage était plus le sien que le nôtre. C'était vrai. Monique avait choisi pratiquement tout, de l'église au menu. J'avais cédé, pensant que c'était important pour Alexandre. Maintenant, je me demandais s'il n'avait pas, lui aussi, cédé toute sa vie. Je vois quelqu'un, a-t-il continué. Une psychologue. Elle m'aide à comprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur ma relation avec ma mère, sur ce que je t'ai fait. Tu ne m'as rien fait, Alexandre. C'était ça le problème. Tu n'as rien fait. Ses yeux se sont embués, mais il n'a pas détourné le regard. Je sais. Et je suis tellement désolée que je ne sais pas comment l'exprimer. Nous sommes restés en silence, à regarder les gens passer. Une mère jouait avec son jeune fils près d'une fontaine, le faisant rire avec des éclaboussures d'eau. Autrefois, cette image m'aurait provoqué une douleur aiguë. Maintenant, je ne ressentais qu'une douce mélancolie, presque résignée. « Que veux-tu, Alexandre ?» ai-je finalement demandé. « Pourquoi sommes-nous ici ?»« Je veux ce que tu veux, » a-t-il répondu. « Si tu veux le divorce, je le comprendrai. Si tu veux du temps, je te le donnerai. Si tu veux essayer à nouveau, eh bien, je serai l'homme le plus chanceux du monde. Mais il faudrait que ce soit différent. Il faudrait que je sois différent. » Je l'ai regardé, essayant de voir l'homme que j'avais épousé. Il était là, dans ses gestes, dans sa façon de pencher légèrement la tête quand il parlait sérieusement. Mais il y avait aussi quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui semblait plus solide, moins enclin à s'effacer dans les moments difficiles. Je ne sais pas encore ce que je veux, ai-je admis. Ces mois ont été transformateurs. Je me redécouvre. Je travaille, j'écris, je vis d'une manière que je ne croyais pas possible. Je comprends. Sa voix était douce, sans pression. Je voulais juste que tu saches que je suis là, si et quand tu décideras que tu veux en parler davantage. Il s'est levé pour partir, mais je l'ai arrêté avec une question. Et ta mère? Si je décidais de revenir, qu'adviendrait-il d'elle? Son expression s'est légèrement durcie. Ma mère devra accepter mes décisions ou ne plus faire partie de ma vie. C'est quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a bien longtemps. Après le départ d'Alexandre, je suis restée au café, pensive. Non pas à lui, mais à Monique. À la façon dont sa cruauté avait été le catalyseur de ma transformation. À la façon dont, paradoxalement, je lui devais cette nouvelle version de moi-même. Cette nuit-là,
Dans l'appartement de Sophie, j'ai écrit une lettre. Pas pour Alexandre, mais pour Monique. Je l'ai écrite lentement, choisissant chaque mot avec soin. Non pas depuis la haine, mais depuis une clarté que j'avais mis des mois à atteindre. « Chère Monique », ai-je commencé, utilisant une salutation que je n'avais jamais utilisée auparavant. Je lui ai parlé de ma nouvelle vie, de la façon dont j'apprenais à me définir par ce que j'étais, non par ce que je ne pouvais pas être. Je lui ai expliqué que je lui pardonnais, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que j'avais besoin de me libérer du poids de cette rancune. « Je suis une femme », ai-je écrit, non pas par ma capacité à donner la vie, mais par ma capacité à survivre à ta cruauté et à en ressortir plus forte. Si un jour Alexandre et moi nous remettons ensemble, tu devras apprendre à me voir pour ce que je suis, ton égale, pas ta subordonnée. Et si tu ne peux pas le faire, alors il n'y a pas de place pour toi dans notre vie. J'ai signé, ta belle-fille, qui ne cherche plus ton approbation. Le lendemain, j'ai envoyé la lettre à l'adresse de Lyon, sans attendre de réponse. Ce n'était pas un message pour entamer un dialogue, mais pour le clore. Et tandis que la poste emportait mes mots, j'ai senti que quelque chose en moi se fermait aussi, faisant de la place pour quelque chose de nouveau qui commençait à fleurir. Je ne suis jamais retournée vivre dans cette maison, et je n'en ai jamais eu besoin. Ma vengeance n'a pas été sa douleur, mais ma liberté. Les mois qui ont suivi ma rencontre avec Alexandre se sont déroulés dans un étrange mélange d'incertitude et de certitude. Incertitude quant à notre avenir en tant que couple, certitude quant à mon cheminement personnel. J'ai continué à travailler pour la maison d'édition, qui m'a progressivement confié des manuscrits plus importants. Un après-midi, ma chef, Françoise, une femme de 60 ans avec une énergie qui démentait son âge, m'a appelée dans son bureau. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit en faisant glisser un manuscrit vers moi. « Ce n'est pas seulement pour une lecture. Je veux ton avis éditorial complet. Si ça pourrait marcher, quel changement tu suggérerais, si ça vaut la peine d'être publié ?» C'était la première fois qu'on me confiait une telle tâche. J'ai lu le manuscrit le soir même, un roman sur une femme âgée qui recommençait sa vie après son veuvage. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa manière directe d'aborder le deuil et la réinvention, qui m'a captivée. J'ai écrit un rapport détaillé, soulignant ses points forts et suggérant des changements structurels qui pourraient améliorer le rythme. Françoise a lu mon rapport avec un sourire qui s'élargissait à mesure qu'elle avançait. « Tu as l'œil », a-t-elle dit finalement. « As-tu déjà pensé à écrire toi-même » La question m'a prise par surprise. Ça fait des années que je n'écris rien d'autre que des rapports ou des emails. C'est peut-être le moment de commencer, a-t-elle répondu, avec ce regard perçant qui me rappelait ma prof de lettres à l'université. Parfois, nous avons besoin de vivre assez longtemps pour avoir quelque chose à dire. Ces mots ont résonné en moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire. Je n'avais pas de plan, juste un besoin de vider les mots qui s'étaient accumulés pendant des mois. J'ai écrit sur la douleur de l'infertilité, sur la façon dont la société continue de mesurer la valeur d'une femme à sa capacité de procréer. J'ai écrit sur les belles-mères toxiques et les mariages qui s'effondrent sous le poids des attentes non satisfaites. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal et que mes yeux me brûlent. Le lendemain, j'ai relu ce que j'avais écrit. Ce n'était pas de la fiction, ni exactement un essai, c'était un témoignage, brut et sans filtre. Je l'ai légèrement édité, enlevant les noms spécifiques, adoucissant certains angles, mais en gardant son essence. Puis, poussé par une audace que je ne me connaissais pas, je l'ai envoyé à Françoise avec une note. « Tu m'as dit de commencer à écrire. » Voilà ce qui est sorti. Une semaine plus tard, elle m'a appelée. « Je veux le publier », a-t-elle dit sans préambule. D'abord dans la revue littéraire, et ensuite, si tu es prête à le développer, sous forme de livre. C'est ainsi que mon histoire, intitulée « Plus qu'un utérus, redéfinir la féminité dans le silence », a été publiée 6 mois après mon départ de Lyon. J'ai utilisé un pseudonyme, non par peur, mais parce que je voulais que les lectrices voient leur propre histoire dans la mienne, pas l'histoire spécifique d'Hélène Vidal. L'article a suscité une réaction que ni Françoise ni moi n'attendions. Des lettres, des emails, des commentaires sur les réseaux sociaux. Des femmes de toute la France et d'ailleurs partageant des expériences similaires, remerciant quelqu'un d'avoir mis des mots sur ce qu'elles avaient vécu. J'ai reçu des invitations pour donner des conférences dans des librairies, des centres culturels et même dans une université.
Lors d'une de ces conférences, dans une librairie féministe à Paris, une femme d'une 50aine d'années s'est approchée de moi après. Elle avait une copie de l'article tellement soulignée et annotée qu'on voyait à peine le texte original. « Je suis la mère d'un fils unique », m'a-t-elle dit. « Et je crains d'avoir été une Monique dans la vie de ma belle-fille. Votre article m'a fait voir des choses que je ne voulais pas voir. Son honnêteté m'a émue plus que n'importe quel éloge. Je l'ai remerciée pour son courage de le reconnaître, et nous nous sommes assises pour prendre un café. Elle m'a parlé de ses peurs de perdre son fils, de la façon dont sa propre mère l'avait traitée comme une intruse dans la famille de son mari, du cycle qu'elle répétait sans s'en rendre compte. En nous quittant, elle m'a serré fort dans ses bras. « Je vais appeler ma belle-fille aujourd'hui », a-t-elle promis. Alexandre et moi étions restés en contact. D'abord par des messages occasionnels, puis par des appels hebdomadaires. Nous ne parlions pas de nous remettre ensemble, mais de nos vies séparées, de ce que nous apprenions, des changements que nous faisions. Il avait commencé à fixer des limites claires avec sa mère. Je construisais une carrière que je n'aurais jamais cru avoir. 9 mois après mon départ, Alexandre est venu à Marseille pour une conférence. Il m'a invité à dîner et j'ai accepté. Je l'ai retrouvé dans un restaurant près du port, habillé de manière plus décontractée que dans mes souvenirs, avec une barbe de 3 jours qu'il ne s'était jamais laissé pousser à Lyon. « Monique la déteste », m'a-t-il dit avec un sourire malicieux quand je l'ai mentionné. Le dîner fut étonnamment agréable, comme si nous étions 2 vieux amis qui se redécouvraient. Il m'a parlé de son travail à l'université, de comment il avait commencé à faire des recherches sur la littérature du trauma et de la guérison. Je lui ai parlé de mon article, des réactions que j'avais reçues, du livre que je commençais à écrire. « Je suis fière de toi », a-t-il dit, avec une sincérité que je ne pouvais pas mettre en doute. « J'ai toujours su que tu avais cette force en toi. » « Je ne le savais pas, ai-je admis. J'ai dû tout perdre pour la trouver. » Nous nous sommes quittés avec une longue étreinte, sans promesse ni attente. Mais quelque chose avait changé entre nous. Ce n'était pas la résurgence de l'amour romantique, mais la naissance de quelque chose de peut-être plus précieux. Un respect mutuel. 1 an après mon départ, Alexandre m'a proposé d'essayer à nouveau. Pas de revenir à ce que nous étions, mais de construire quelque chose de nouveau, basé sur ce que nous étions devenus. J'avais emménagé dans mon propre appartement à Marseille, petit mais lumineux, avec un bureau où j'écrivais chaque matin. J'avais adopté un chat errant que j'ai appelé Gabriel, en hommage à Garcia Marquez. Je pourrais chercher du travail ici, a suggéré Alexandre, où nous pourrions trouver un point à mi-chemin. Ça ne doit pas être maintenant, mais j'aimerais que tu y réfléchisses. J'y ai réfléchi, pendant des semaines. J'ai parlé avec Sophie, avec Laure, avec les femmes du groupe de soutien qui étaient devenues mes amies. Toutes m'ont dit la même chose, que je devais me faire confiance, que toute décision que je prendrais serait la bonne tant qu'elle serait vraiment la mienne. Finalement, j'ai accepté. Avec des conditions claires, nous vivrions à Marseille, du moins pour l'instant. Nous garderions nos espaces de travail séparés. Et Monique devrait prouver un réel changement avant de faire partie de nos vies. 2 ans après cet après-midi humide à Lyon, où le monde que je connaissais s'était effondré avec une gifle, Alexandre et moi avons adopté une petite fille. Danielle avait 4 ans, de grands yeux sombres et un rire qui pouvait illuminer toute une pièce. Elle avait passé ses premières années dans un orphelinat en Colombie avant de nous rejoindre. Le jour où nous l'avons ramenée à la maison, tandis que je la regardais dormir dans sa nouvelle chambre décorée d'étoiles brillantes, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à la façon dont la douleur peut se transformer en raison d'être, à la façon dont ce qui semble être une fin peut être un commencement. Je me suis penchée sur elle et j'ai murmuré « Tu es née de l'amour, pas du silence. » Je n'ai jamais reparlé à Monique. Je n'en ai pas eu besoin. Ma vie, reconstruite sur la vérité et le choix, fut ma réponse. Alexandre entretenait une relation distante mais cordiale avec elle, lui rendant visite occasionnellement à Lyon, toujours seule. Elle connaissait l'existence de Danielle, avait vu des photos, mais ne montrait aucun intérêt à la rencontrer. Et c'était bien ainsi. Certaines blessures sont trop profondes pour cicatriser complètement. Mon livre a été publié lorsque Danielle fêtait sa première année avec nous. Je l'ai intitulé « La terrasse, chronique d'un éveil ». J'y racontais mon histoire complète, sans pseudonyme cette fois. Non pas comme une dénonciation, mais comme un témoignage de transformation. Dans la dédicace, j'ai écrit « Pour toutes les femmes qui dorment sur des terrasses, littérales
ou métaphorique. L'aube arrive toujours. Le livre a suscité des débats, des invitations à des émissions de télévision, des critiques dans les journaux nationaux. Certains l'ont critiqué, disant qu'il était injuste envers les belles-mères, les hommes, l'institution du mariage. D'autres l'ont célébré comme un manifeste d'émancipation. Je le voyais simplement comme ma vérité, ni plus ni moins. Un jour, j'ai reçu une lettre anonyme. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était celle de Monique. Elle ne contenait qu'une seule ligne. Je l'ai lue, et pour la première fois, je t'ai vu. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. J'avais marché loin de cette terrasse et construit mon propre royaume. Et dans cet espace, j'étais plus qu'une femme. J'étais une tempête qui refusait d'être nommée par quelqu'un d'autre.